Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau voyage ensemble. Un voyage classique puisque nous reprenons la lecture du côté de chez Swann de Marcel Proust, extraite du roman À la recherche du temps perdu. Oui, je confonds tout. Alors, le roman s'appelle À la recherche du temps perdu. Nous sommes en pleine lecture du tome 1 du côté de chez Swann et nous avons donc évidemment rencontré ce mystérieux personnage qu'est Charles Swann. Alors en fait, c'est le jeune narrateur qui le décrit. Il l'a rencontré parce que tout simplement c'est son voisin à Combray, dans le village où vivent les grands-parents du narrateur. Et il l'observe maintes et maintes fois. Il vient très souvent chez eux. Et alors, il n'est pas très content parce que quand il vient, eh bien, il n'a pas le bisou de bonne nuit, le good night kiss de sa maman, puisqu'elle reste en bas au salon, dans le petit salon ou dans le jardin, discuter avec ses amis et avec Swann. Et donc, le narrateur est littéralement oublié par sa maman. Alors, il pense à maintes et maintes idées et petites embrouilles pour que sa maman monte l'embrasser pour ne pas qu'il passe la nuit dans son cercueil, comme il l'appelle. Il lui écrit une lettre. Va-t-elle monter? Nous le découvrons tout de suite. Nous sommes donc au chapitre 1 Combray. Et n'hésitez pas à réagir avec moi sur le hashtag VBN. J'écrivis à ma mère en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante, qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais à Combray, refusa de porter mon mot. Je me doutais que pour elle, faire une commission à ma mère quand il y avait du monde, lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier d'un théâtre de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il est en scène. Elle possédait à l'égard des choses qui ne peuvent ou ne peuvent pas se faire un code impérieux. Ce qui lui donnait d'ailleurs l'apparence de ces lois antiques qui, à côté de prescriptions féroces, comme de massacrer les enfants à la mamelle, défendent avec une délicatesse exagérée de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère ou de manger dans un animal le nerf de la cuisse. Ce code, si l'on en jugeait par l'entêtement soudain qu'elle mettait à ne pas vouloir faire certaines commissions que nous lui donnions, semblait avoir prévu des complexités sociales et des raffinements mondains, tels que rien dans l'entourage de Françoise et dans sa vie de domestique de village n'avait pu les lui suggérer. Et l'on était obligé de se dire qu'il y avait en elle un passé français, très ancien, noble et mal compris, comme dans ces cités manufacturières où de vieux hôtels témoignent qu'il y eut jadis une vie de cour et où les ouvriers d'une usine de produits chimiques travaillent au milieu de délicates sculptures qui représentent le miracle de Saint Théophile ou les 4 fils aimants. Dans le cas particulier, l'article du Code à cause duquel il était peu probable que, sauf le cas d'incendie Françoise alla déranger maman en présence de Monsieur Swann, pour un aussi petit personnage que moi, exprimait simplement le respect qu'elle professait non seulement pour les parents, comme pour les morts, les prêtres et les rois, mais encore pour l'étranger à qui on donne l'hospitalité. Respect qui m'aurait peut-être touché dans un livre, mais qui m'irritait toujours dans sa bouche. À cause du ton grave et attendri qu'elle prenait pour en parler, et davantage ce soir où le caractère sacré qu'elle conférait au dîner avait pour effet qu'elle refuserait d'en troubler la cérémonie. Mais pour mettre une chance de mon côté, je n'hésitais pas à mentir et à lui dire que ce n'était pas du tout moi qui avais voulu écrire à maman, mais que c'était maman qui, en me quittant, m'avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse relativement à un objet qu'elle m'avait prié de chercher. Et elle serait certainement très fâchée si on ne lui remettait pas le mot. Je pense que Françoise ne me crut pas. Car, comme les hommes primitifs dont les sens étaient plus puissants que les nôtres, elle discernait immédiatement, à des signes insaisissables pour nous, toute vérité que nous voulions lui cacher. Elle regarda pendant 5 minutes l'enveloppe,
comme si l'examen du papier et l'aspect de l'écriture allaient la renseigner sur la nature du contenu ou lui apprendre à quel article de son code elle devait se référer. Puis elle sortit d'un air résigné qui semblait signifier « C'est-il pas malheureux pour des parents d'avoir un enfant pareil ?» Elle revint au bout d'un moment me dire qu'on n'en était encore qu'à la glace, qu'il était impossible au maître d'hôtel de remettre la lettre en ce moment, devant tout le monde, mais que, quand on serait au rince-bouche, on trouverait le moyen de le faire passer à maman. Aussitôt, mon anxiété tomba. Maintenant, ce n'était plus comme tout à l'heure pour jusqu'à demain que j'avais quitté ma mère, puisque mon petit mot allait, la fâchant sans doute, et doublement parce que ce manège me rendrait ridicule aux yeux de Swann, me faire du moins entrer, invisible et ravie, dans la même pièce qu'elle. Aller lui parler de moi à l'oreille, puisque cette salle à manger interdite, hostile, où il y avait un instant encore la glace elle-même, le granité et le rince-bouche, me semblait recéler des plaisirs malfaisants et mortellement tristes, parce que maman les goûtait loin de moi, s'ouvrait à moi, comme un fruit devenu doux, qui brise son enveloppe, allait faire jaillir, projeter jusqu'à mon cœur enivré l'attention de maman, tandis qu'elle lirait mes lignes. Maintenant, je n'étais plus séparée d'elle. Les barrières étaient tombées, un fil délicieux nous réunissait. Et puis ce n'était pas tout. Maman allait sans doute venir. L'angoisse que je venais d'éprouver, je pensais que Swann s'en serait bien moqué s'il avait lu ma lettre et en avait deviné le but. Or, au contraire, comme je l'ai appris plus tard, une angoisse semblable fut le tourment de longues années de sa vie. Et personne, aussi bien que lui peut-être, n'aurait pu me comprendre. Lui, cette angoisse qu'il y a à sentir l'être qu'on aime dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas, où l'on ne peut pas le rejoindre. C'est l'amour qu'il lui a fait connaître, l'amour auquel elle est en quelque sorte prédestinée, par lequel elle sera accaparée, spécialisée. Mais quand, comme pour moi, elle est entrée en nous, avant qu'il ait encore fait son apparition dans notre vie, elle flotte, en l'attendant, vague et libre, sans affectation, déterminée, au service un jour d'un sentiment, le lendemain d'un autre, tantôt de la tendresse filiale ou de l'amitié pour un camarade, et de la joie avec laquelle je fis mon premier apprentissage. Quand Françoise revint me dire que ma lettre serait remise, Swann l'avait bien connue aussi, cette joie trompeuse que nous donnent quelques amis, quelques parents de la femme que nous aimons, quand, arrivant à l'hôtel ou au théâtre où elle se trouve, pour quelque bal, redoute ou première où il va la retrouver, cet ami nous aperçoit, errant dehors, attendant désespérément quelque occasion de communiquer avec elle. Il nous reconnaît, nous aborde familièrement, nous demande ce que nous faisons là. Et comme nous inventons que nous avons quelque chose d'urgent à dire à sa parente ou amie, il nous assure que rien n'est plus simple. Rien nous fait entrer dans le vestibule et nous promet de nous l'envoyer avant 5 minutes, que nous l'aimons, comme en ce moment j'aimais Françoise. L'intermédiaire bien intentionné, qui d'un mot vient de nous rendre supportable, humaine et presque propice la fête inconcevable, infernale, au sein de laquelle nous croyons que des tourbillons ennemis, pervers et délicieux, entretenaient loin de nous, la faisant rire de nous, celle que nous aimons. Si nous en jugeons par lui, le parent qui nous a accostés et qui est lui aussi un des initiés des cruels mystères, les autres invités de la fête ne doivent rien avoir de bien démoniaque. Ces heures inaccessibles et suppliantes où elle allait goûter des plaisirs inconnus. Voici que par une brèche inespérée nous y pénétrons. Voici qu'un des moments dont la succession les aurait composés, un moment aussi réel que les autres, même peut-être plus important pour nous parce que nous, maîtresses, y est plus mêlés. Nous nous le représentons, nous le possédons, nous y intervenons, nous l'avons créé presque, le moment où on va lui dire que nous sommes là, en bas. Et sans doute, les autres moments de la fête ne devaient pas être d'une essence bien différente de celui-là, ne devaient rien avoir de plus délicieux, et qui dut tant nous faire souffrir puisque l'ami bienveillant nous a dit
Mais elle sera ravie de descendre. Cela lui fera beaucoup plus de plaisir de causer avec vous que de s'ennuyer là-haut. Hélas, Swann en avait fait l'expérience. Les bonnes intentions entières sont sans pouvoir sur une femme qui s'irrite de se sentir poursuivie jusque dans une fête par quelqu'un qu'elle n'aime pas. Souvent, l'amie redescend seule. Ma mère ne vint pas, et sans ménagement pour mon amour-propre, engagée à ce que la fable de la recherche dont elle était censée m'avoir prié de lui dire le résultat ne fut pas démenti, me fit dire par Françoise ces mots. Il n'y a pas de réponse. Que depuis, j'ai si souvent entendu des concierges de palace ou des valets de pied de tripot rapporter à quelques pauvres filles qui s'étonnent. Comment? Il n'a rien dit, mais c'est impossible. Vous avez pourtant bien remis ma lettre. C'est bien. Non, je vais attendre encore. Et de même qu'elle assure invariablement n'avoir pas besoin du bec supplémentaire que le concierge veut allumer pour elle, et reste là, n'entendant plus que les rares propos sur le temps qu'il fait, échangés entre le concierge et un chasseur, qu'il envoie tout d'un coup en s'apercevant de l'heure. Faire rafraîchir dans la glace la boisson d'un client, ayant décliné l'offre de Françoise de me faire de la tisane ou de rester auprès de moi. Je la laissais retourner à l'office. Je me couchais et je fermais les yeux en tâchant de ne pas entendre la voix de mes parents qui prenaient le café au jardin. Mais au bout de quelques secondes, je sentis qu'en écrivant ce mot à maman, en m'approchant au risque de la fâcher, si près d'elle que j'avais cru toucher le moment de la revoir, je m'étais barré la possibilité de m'endormir sans l'avoir revue. Et les battements de mon cœur, de minute en minute, devenaient plus douloureux parce que j'augmentais mon agitation en me prêchant un calme qui était l'acceptation de mon infortune. Tout à coup, mon anxiété tomba. Une félicité m'envahit, comme quand un médicament puissant commence à agir et nous enlève une douleur. Je venais de prendre la résolution de ne plus essayer de m'endormir sans avoir revu maman, de l'embrasser, coûte que coûte, bien que ce fût avec la certitude d'être ensuite fâchée pour longtemps avec elle quand elle remonterait se coucher. Le calme qui résultait de mes angoisses me mettait dans une allégresse extraordinaire, non moins que l'attente, la soif et la peur du danger. J'ouvris la fenêtre sans bruit et m'assis au pied de mon lit. Je ne faisais presque aucun mouvement, afin qu'on ne m'entendît pas d'en bas. Dehors, les choses semblaient, elles aussi, figées en une muette attention, à ne pas troubler le clair de lune, qui, doublant et reculant, chaque chose par l'extension devant elle de son reflet, plus dense et concret qu'elle-même, avait à la fois aminci et agrandi le paysage comme un plan replié jusque-là qu'on développe. Ce qui avait besoin de bouger, quelques feuillages de marronnier bougeaient. Mais son frissonnement minutieux, total, exécuté, jusque dans ses moindres nuances et ses dernières délicatesses, ne bavait pas sur le reste, ne se fondait pas avec lui, restait circonscrit. Exposé sur ce silence, qui n'en absorbait rien, les bruits les plus éloignés, ceux qui devaient venir de jardins situés à l'autre bout de la ville, se percevaient détaillés avec un tel fini qu'il semblait ne devoir cet effet de lointain qu'à leur pianissimo, comme ces motifs en sourdine, si bien exécutés par l'orchestre du conservatoire, que, quoiqu'on n'en perde pas une note, on croit les entendre. Cependant, loin de la salle du concert, et que tous les vieux abonnés, les sœurs de ma grand-mère aussi, quand Swann leur avait donné des places, tendaient l'oreille comme s'ils avaient écouté les progrès lointains d'une armée en marche qui n'aurait pas encore tourné la rue de Trévise. Je savais que le cas dans lequel je me mettais était de tous celui qui pouvait avoir pour moi, de la part de mes parents, les conséquences les plus graves. Bien plus graves en vérité qu'un étranger n'aurait pu le supposer. De celles qu'il aurait cru que pouvaient produire seules des fautes vraiment honteuses. Mais dans l'éducation qu'on me donnait, l'ordre des fautes n'était pas le même que dans l'éducation des autres enfants. Et on m'avait habituée à placer avant tous les autres, parce que sans doute, il n'y en avait pas contre lesquels j'eusse besoin d'être plus soigneusement gardée.
celles dont je comprends maintenant que leur caractère commun est qu'on y tombe en cédant à une impulsion nerveuse. Mais alors, on ne prononçait pas ce mot. On ne déclarait pas cette origine qui aurait pu me faire croire que j'étais excusable d'y succomber, ou même peut-être incapable d'y résister. Mais je les reconnaissais bien, à l'angoisse qui les précédait, comme à la rigueur du châtiment qui les suivait. Et je savais que celle que je venais de commettre était de la même famille que d'autres pour lesquelles j'avais été sévèrement punie, quoique infiniment plus grave. Quand j'irais me mettre sur le chemin de ma mère, au moment où elle me montrait se coucher, et qu'elle verrait que j'étais restée levée pour lui redire bonsoir dans le couloir. On ne me laisserait plus rester à la maison. On me mettrait au collège le lendemain, c'était certain. Eh bien, dussé-je me jeter par la fenêtre 5 minutes après, j'aimais encore mieux cela. Ce que je voulais maintenant, c'était maman. C'était lui dire bonsoir. J'étais allée trop loin dans la voie qui menait à la réalisation de ce désir pour pouvoir rebrousser chemin. J'entendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swann. Et quand le grelot de la porte m'eut averti qu'il venait de partir, j'allai à la fenêtre. Maman demandait à mon père s'il avait trouvé la langouste bonne et si monsieur Swann avait repris de la glace au café et à la pistache. « J'ai trouvé bien quelconque, » dit ma mère. « Je crois que la prochaine fois, il faudra essayer un autre parfum. »« Je ne peux pas dire comme je trouve que Swann change, » dit ma grand-tante. « Il est d'un vieux. » Ma grand-tante avait tellement l'habitude de voir toujours en Swann un même adolescent qu'elle se tenait de le trouver tout à coup moins jeune que l'âge qu'elle continuait à lui donner. Et mes parents, du reste, commençaient à lui trouver cette vieillesse anormale, excessive, honteuse et méritée des célibataires, de tous ceux pour qui il semble que le grand jour qui n'a pas le lendemain soit plus long que pour les autres, parce que pour eux, il est vide et que les moments s'y additionnent depuis le matin, sans se diviser ensuite entre des enfants. Je crois qu'il a beaucoup de soucis avec sa coquine de femme, qui vit au sud de tout Combray avec un certain monsieur de Charlus. C'est la fable de la ville. Ma mère fit remarquer qu'il avait pourtant l'air bien moins triste depuis quelque temps. Il fait aussi moins souvent ce geste qu'il a tout à fait comme son père de s'essuyer les yeux et de se passer la main sur le front. Moi, je crois qu'au fond, il n'aime plus cette femme. Mais, naturellement, il ne l'aime plus, répondit mon grand-père. J'ai reçu de lui, il y a déjà longtemps, une lettre à ce sujet, à laquelle je me suis empressée de ne pas me conformer, et qui ne laisse aucun doute sur ses sentiments, au moins d'amour pour sa femme. Eh bien, vous voyez, vous ne l'avez pas remercié pour l'Asti, ajouta mon grand-père en se tournant vers ses 2 belles-sœurs. Comment nous ne l'avons pas remercié ? Je crois entre nous que je lui ai même tourné cela assez délicatement, répondit ma tante Flora. Oui, tu as très bien arrangé cela. Je t'ai admirée, dit ma tante Céline. Mais toi, tu as été très bien aussi. Oui, j'étais assez fière de ma phrase sur les voisins aimables. Comment ? C'est cela que vous appelez remercier ? S'écria mon grand-père. J'ai bien entendu cela, mais du diable. Si j'ai cru que c'était pour Swann. Mais vous pouvez être sûr qu'il n'a rien compris. Mais voyons, Swann n'est pas bête. Je suis certaine qu'il a apprécié. Et c'est ainsi que se termine notre voyage ensemble pour ce soir en compagnie de Marcel Proust avec le tome 1 de À la recherche du temps perdu du côté de chez Swann. J'étais ravie de vous faire partager à nouveau ce classique de notre littérature. N'hésitez pas à suivre les replays sur le site de D8. N'hésitez pas à suivre mon blog somethingaboutvictoria.com tous les jours. N'hésitez pas à réagir #VBN sur Twitter et Facebook. J'attends vos réactions, vous avez plein de choses à faire, c'est super comme programme. Et moi, je vous dis à très vite sur D8 pour une nouvelle lecture ensemble. Passez une très belle journée à tous. Merci à l'équipe de Voyage au bout de la nuit. Et à bientôt sur notre chaîne. Je vous embrasse.